le Mac Culture, Anne Lépine. Bonjour à tous, je vous souhaite mes vœux les meilleurs pour cette nouvelle année. Année qui commence dans la joie pour le Théâtre de la Fleurier qui retrouve enfin son théâtre après 2 années de travaux. Qu'est-ce qui a changé durant ces années de nomadisme? Qu'est devenu le bâtiment inauguré en 1994? Comment va s'articuler cette fin de saison avec le retour au théâtre? Bonjour Jérôme Ménard. Bonjour. Vous êtes le directeur du Théâtre de la Fleurier et avec vous, nous allons dans ce Mac Culture prendre le temps de répondre à toutes ces questions, mais sans tout dévoiler afin de laisser quand même une part de surprise à nos auditeurs lorsqu'ils viendront découvrir ce théâtre nouvelle version. Premier lever de rideau le 21 janvier. Vous vous sentez comment là, Jérôme Ménard, à quelques jours de l'ouverture? Nous sommes heureux, nous sommes excités de pouvoir enfin dévoiler ce bâtiment, accueillir le public, retrouver nos murs, revivre à l'intérieur, parce que durant un peu plus de 2 ans, on a irrigué le territoire différemment. C'était une aventure enthousiasmante, mais revivre dans son lieu, c'est quand même autre chose. Alors justement, avant de parler du bâtiment, on va dire relooké et de la programmation à venir, j'aimerais qu'on revienne sur ces presque 3 saisons. Ça fait, les calculs sont entre 2 et 3 saisons hors les murs. Comment vous les avez vécues et finalement, qu'est-ce qu'elles vous ont appris? Au départ, on avait de l'appréhension. On se disait, mais est-ce que le public va nous suivre dans des lieux non identifiés, avec un confort moindre? Techniquement, est-ce qu'on va réussir la prouesse d'accueillir tous ces spectacles? Et puis, en fait, ça s'est super bien passé. On était dans des salles plus intimistes, généralement de 230 places, que ce soit à l'école de musique de Carquefou, au lycée de Carquefou. On a joué à l'église en version 600 places. Et finalement, le public nous a suivis. On a même rajouté de très nombreuses représentations pour conserver le lien avec le maximum d'entre eux. Et on a capté d'autres spectateurs aussi. On a témoigné d'une diversité de la création peut-être un peu plus forte, avec des écritures plus jeunes, de plus jeunes metteurs en scène. Et cette aventure s'est avérée enthousiasmante. Et puis, on va transformer l'essai maintenant en reprenant notre théâtre de 800 places. Et vous dites donc une écriture plus jeune, peut-être une programmation un petit peu différente. Et c'est lié à quoi? Pourquoi finalement ce changement de programmation? Tout simplement parce qu'il y avait des considérations techniques et financières qui étaient autres. Donc on a dû trouver aussi des spectacles qui s'inscrivaient dans ces conditions-là. Et puis ça a fortement marché. Il y a eu un beau rapport entre public et artistes, et puis avec nous. Une plus grande proximité peut-être? Une plus grande proximité. Et je crois qu'on a appris à se connaître davantage. Et puis là, on reprend dans notre magnifique théâtre. Mais par exemple, est-ce que vous avez quand même l'intention dans les saisons prochaines de continuer à programmer justement à la médiathèque, à l'école de musique, finalement dans ces lieux qui vous ont accueillis lorsque vous n'aviez pas de théâtre et qui vous permettent justement des propositions différentes? On ne s'interdit rien. En tout cas, on a levé tous les freins psychologiques, parfois pour nous, programmateurs, mais aussi auprès de nos élus, auprès des spectateurs. On sait que les publics pourront venir. Mais là, on va quand même remettre les pieds dans notre théâtre et on verra pour la suite. Oui, c'est tout de même fatigant. Donc, après 30 ans de bons et loyaux services, donc le bâtiment avait besoin, alors on va dire un peu plus qu'un simple lifting. Quels étaient vraiment les objectifs de ces travaux? L'objectif premier, c'était une réhabilitation énergétique et technique. Vous avez un décret tertiaire qui impose aujourd'hui aux collectivités d'accompagner leur patrimoine bâti pour une réduction importante de leurs émissions de CO2. Et là, nous avions tout un combo, la chaufferie qui était en fin de vie, qui a toujours été bien accompagnée, mais là c'était nécessaire, la toiture qui était déficiente, des déperditions énergétiques majeures un peu partout. Donc on a modernisé les espaces, on les a réhabilités, et puis on en a profité pour relooker aussi. Alors justement, concrètement, qu'est-ce qui va changer pour le spectateur? Va-t-il reconnaître son théâtre en arrivant? Alors, déjà, on a requalifié tous les espaces extérieurs pour un accompagnement en mode doux et puis avoir une entrée visible, unique pour tous, pour les personnes à mobilité réduite aussi, parce que là, il y avait objet à requalifier tout ça. Et puis,
à l'intérieur du bâtiment, on a aujourd'hui un espace d'accueil qui est beaucoup plus lumineux, plus ouvert sur l'extérieur, sur la nature. On a la chance d'être en plein cœur d'un espace paysager remarquable. Et puis, une meilleure circulation des publics. On a ensuite, modernisé le théâtre, mais on va trouver toujours son esprit très chaleureux. On a changé la couleur qui était rouge des fauteuils. Alors, on va peut-être pas tout dévoiler. Mais on va pas tout dévoiler. On va laisser un peu plus un peu de surprise quand même. Mais de l'élégance, de la sobriété, et puis un confort d'assise pour tous et un théâtre qui demeure très chaleureux. Alors, vous le disiez lors d'une conférence de presse, et ça m'avait beaucoup surpris, le seul fait de changer les fauteuils, ça change totalement l'acoustique, et qu'en fait, on mesure pas à quel point il peut y avoir une incidence, j'allais dire sur le moindre détail. C'est pas un détail, un fauteuil. Non. Alors, il est vrai que on a eu les services d'acousticiens remarquables, puisque choisir un revêtement de sol implique que les fauteuils ne seront pas exactement les mêmes non plus. Il faut un carter bois si on a de la moquette, alors que si c'est plutôt un revêtement... tout a une incidence. Voilà, la largeur des allées, on a supprimé tous les strapontins pour un meilleur confort, mais là aussi, ça a un impact. Il y a des rebonds qui s'opèrent. Donc, toute la typologie des matériaux est pensée, réfléchie pour avoir la meilleure qualité sonore. Voilà, il y a le confort d'assise, mais il y a aussi la qualité d'écoute. Là, on parle effectivement du public. Pour les artistes, est-ce que ça va changer quelque chose est-ce que la configuration, ce nouveau théâtre... Non, pour les artistes, on a un plateau qui demeure immense, donc on peut accueillir de grands décors, de grandes formes chorégraphiques aussi. On a pour les artistes, par contre, ce qu'on a revu, ce sont les conditions d'accueil de loges, d'espace catering pour dîner, et on a essayé de penser à tous les usagers, voilà, que ce soit les publics, que ce soit les artistes, les techniciens, le confort du personnel administratif, pour avoir un outil qui vive ces 30 prochaines années de manière agréable. Vous dites un outil qui vive. Alors justement, aujourd'hui, les théâtres, ils se définissent plutôt comme des lieux de vie que comme des salles de spectacle. Est-ce que vous avez justement pensé cet équipement, nouvelle version, un petit peu dans cet esprit-là, lieu de vie ? Eh bien oui. Et on aura d'ailleurs une offre de restauration repensée pour les soirs de spectacle. Et l'idée, c'est que les gens puissent venir dès 18h30, 45 en after work, partager un verre, prendre un repas. Et puis à 20h45, on a le spectacle. L'horaire, il est choisi pour ça, pour que les gens puissent avoir le temps, que ce soit chez eux ou chez nous, de ne pas courir. De se poser pour manger, de participer, d'aller découvrir un spectacle, et puis ensuite de poursuivre avec un petit verre. Ça, c'est important, cette convivialité, se retrouver entre amis, en famille, d'avoir les artistes qui arrivent dans l'espace bar pour échanger. Donc non, ça, c'est précieux. Effectivement, on n'est pas un lieu de consommation où on arrive, on voit un spectacle, on repart. Non, il faut se poser. Alors Manon, on a parlé effectivement du bâti, de ce nouveau théâtre, nouvelle version. Moi, je vous propose d'aborder la programmation à venir. Et alors, on va commencer par écouter Reality Cut Me Like a Knife de Fahad Afridi, qui est l'un des artistes programmés pour ce retour au théâtre. My heart is on fire, my strength in vain. I'm no more inspired to live pain again. I feel waves of tears crashing over my chest. Breathless, I fall to the ground. I'm down. Now what do? 'Cause reality cut me like a knife.
Now I need to gather all my strength and struggle against the length of the time. Now I do, 'cause reality cut me like a knife. But now I do. Now I do, 'cause reality cut me like a knife. But now I do. But now I do. All that glitters is not gold. Life is made of highs and lows. You know the rules. When you fall down, pick yourself up. Keep stepping on. All that glitters is not gold. Life is made of highs and lows. You know the rules. When you fall down, pick yourself up. Keep stepping on. Much too long on the dark side. Now I'm holding on to the light. Never realize that the answer to my destiny was inside of me. Inside of me. Inside of me. The answer is inside of me. Inside of me. Tout le public de La Fleurier va se lever le 27 janvier au concert de Fahada Freddy, qui est l'un des artistes programmés pour la réouverture du théâtre après plus de 2 années de travaux. Théâtre de La Fleurier New Look que nous présente son directeur Jérôme Ménard dans ce Mac Culture. Je sais, Jérôme Ménard, que vous êtes un grand fan de Fahada Freddy. Alors cela ne s'entend pas forcément, mais dans le morceau que nous venons d'écouter, il n'y a aucun instrument. La musique de Fahada Freddy est 100% organique. Oui, c'est extraordinaire. C'est uniquement de la voix et de la percussion corporelle. Et puis c'est une voix magnifique. Il est accompagné de 8 choristes et ensemble ils mettent le feu partout là où ils passent. C'est extraordinaire et c'est un message d'humanité entre chaque morceau aussi, de fraternité. On se sent bien, on se sent revigoré. C'est des moments rares, vraiment. Donc un artiste que vous avez voulu programmer parce que finalement c'est à l'image de ce nouveau théâtre. Enfin, je dis nouveau, mais évidemment en fait oui, je l'ai toujours... déjà programmé en fait Fahada Freddy et puis il y a une espèce de compagnonnage depuis quelques années avec lui et c'est toujours des moments hors du temps et puis qui galvanisent vraiment les publics qui ressortent de là. Vous avez le sourire pendant 8 jours après, quoi. C'est rare. Et donc on a rajouté une deuxième date. Formidable, parce que justement, on va revenir un petit peu en fin d'émission sur cette idée que vous conservez. Dès qu'il y a une demande très forte, vous essayez effectivement de remettre des dates. On en reparle en fin d'émission. En fait, le premier lever de rideau, c'est pas Fahada Freddy qui va le faire, mais c'est une pièce qui connaît déjà un triomphe à Paris, s'appelle Le Cercle des Poètes Disparus, avec 11 acteurs sur scène, si j'ai bien compté. Avec cette pièce, finalement, les spectateurs vont retrouver ce qu'ils aiment à La Fleurier, des grosses productions, des pièces à succès, Molière. Mais pourquoi finalement avoir choisi cette pièce en particulier pour la réouverture ? Moi, j'avais adoré le film, comme beaucoup de personnes. Et quand on aime un film, et puis qu'il y a une adaptation au théâtre, on a un niveau d'attente qui est hyper élevé. Ça aurait été une erreur professionnelle de ne pas y aller, donc j'y suis allé, un peu dubitatif, et comme l'ensemble des spectateurs de la salle, j'étais debout à la fin. Et en fait, ce spectacle est une adaptation magnifique et qui va plaire à toutes les générations. Ce que j'allais vous demander, il ne faut pas forcément avoir vu le film pour aimer la pièce. Non, du tout, au contraire. Non. On peut venir tout à fait neutre, mais je crois que toutes les générations vont adorer cette pièce, que ce soit mes parents qui ont la soixantaine, moi, mon petit-neveu qui a 17 ans, qui a découvert le film et qui n'a qu'une envie, c'est de venir le découvrir. En fait, c'est un
un message aussi fort. C'est pour ça qu'on a pris cette pièce-là. Parce que oui, elle est intergénérationnelle, elle va réunir le plus grand monde, on a tous de beaux souvenirs du film, mais il y a aussi le message, c'est faire de la jeune génération de libres penseurs. C'est quelle place donner à l'art dans nos vies aussi. Et le message est tout aussi fort et important, pour une réouverture. Et aux professeurs aussi, parce qu'on peut parler aussi des professeurs, cette idée de la transmission. De la transmission. Et on a tous rêvé, je pense, d'avoir un prof comme ça. Totalement. Ouais. Peut-être aussi cette pièce, vous disiez, oui, vous aviez très envie de la programmer, mais peut-être aussi pour des raisons techniques, vous ne pouviez pas la programmer précédemment, parce que, comme je dis, technique, financièrement. 11 acteurs sur scène. Est-ce que justement, y a certaines pièces comme ça que vous ne pouviez pas, pour des contraintes techniques, programmer précédemment? Et alors là, vous vous dites, allez, je me fais plaisir, j'y vais. Est-ce que finalement, cette fin de saison, là, ce retour au théâtre, c'est une programmation qui va être à l'image peut-être des programmations futures, ou c'est vraiment peut-être une programmation où vous êtes fait plaisir avec des frustrations précédentes? Eh bien, effectivement, je crois que là, en regardant la plaquette à nouveau, il y a 4 spectacles que j'aurais adoré accueillir l'année dernière ou il y a 2 ans, et qui ne passaient pas techniquement, financièrement. Donc il y a le Cercle des Poètes Disparus, magnifique. Il y a Passeport d'Alexis Michalik. Il y a 4211 km, qui pourtant n'est pas très lourd techniquement, mais qui ne passait pas. Et puis, j'ai quoi d'autre? Portrait de Mehdi Kerkouche, aussi, en danse. Donc non, ça va être chouette. Les gens ont de la chance, là, parce qu'il y a un combo de spectacles. Voilà, c'est le salon des refusés des 2-3 dernières années qui débarque à Carquefou. Il y a Big Mother de Mélodie Mouret, aussi. Alors moi, je vais parler peut-être aussi d'une autre pièce que vous n'avez pas citée, c'est La Vérité, parce que là aussi, on a quand même des têtes d'affiche, Clotilde Courreau, Sylvie Testu, Stéphane de Groot, Stéphane Facot. Donc elle sera présentée le 25 mars. Est-ce important? Pardon? C'est complet. Ah, c'est complet. Bon, ben voilà. Donc peut-être inscrivez-vous, peut-être qu'il y aura une autre date. Est-ce que justement, enfin, ça a l'air... la question est peut-être pas à propos, justement, après ce que vous venez de dire, mais est-ce que c'est important aussi quand même d'avoir des têtes d'affiche, d'avoir des noms pour remplir les salles? Il y a toujours quelques noms qui vont rassurer le public, et je pense qu'on a tous besoin de ça, aller vers de la découverte, avoir cet esprit curieux, et en même temps, eh bien, parfois ça fait du bien de se dire, allez, je vais voir le Cercle des Poètes Disparus, j'ai aimé le film, et puis je vais découvrir cette pièce. Donc je pense que c'est à l'image de ce que nous sommes tous. On a besoin d'allant, de découverte, et puis parfois d'être rassuré. On le voit bien dans cette programmation de fin de saison et en même temps de réouverture du théâtre. Il y a du théâtre, mais aussi de la musique, on l'a entendu, il y aura de la danse, du cirque. Vous affirmez vraiment dès la réouverture le caractère pluridisciplinaire de cette programmation. Alors malgré le nom du théâtre de la Fleurie, alors je me posais la question, est-ce que vous n'êtes pas posé la question de changer de nom ? Non, non. Ce théâtre, il a une histoire, il est identifié, il a un rayonnement, et puis, oui, on a toutes les disciplines qui sont représentées, mais c'est un théâtre de la Fleuriette. D'accord. Ouais. Le mot théâtre, finalement, ne limite pas. Non, c'est toutes les formes de spectacles vivants qui sont accueillis. On a une dominante théâtrale quand même, quand on regarde le nombre de représentations proposées. Et puis après, on a des ouvertures qui font du bien à tous. Je crois qu'on a besoin de toutes les esthétiques pour s'épanouir. Vous parlez justement un besoin de tous, donc on va revenir justement sur le côté assez pratique avec notamment toujours ces abonnements, notamment Smala, donc pour les familles, hein, et donc abonnement liberté, voilà, pas de changement de ce côté-là, toujours donc cette idée, on en parlait tout à l'heure, donc de pouvoir je ne sais pas techniquement, mettre un désir qui est une programmation supplémentaire pour ne pas créer trop de frustration, c'est ça? Oui, vous arrivez à rajouter comme ça On fait ça depuis l'après-Covid. On avait mis en place un système numérique d'alerte spectacle où les gens peuvent s'inscrire et puis en fonction de la demande, mais même des fois on le fait sans que les alertes spectacles ne soient remplies parce qu'on se dit mais c'est tellement fabuleux que j'ai envie de le proposer au plus grand nombre et puis on va communiquer dessus. L'idée c'est qu'on soit complet à l'arrivée mais qu'il y ait toujours de la place.
Donc on a rajouté là une 6e représentation du Cercle des poètes disparus, une 2e date pour Fada Freddy, une 2e date pour Portrait de Mehdi Kerkouche. On est un peu fou à Carquefou, voilà. Mais cette audace, elle est importante aussi parce qu'il faut du sang neuf, il faut permettre à d'autres publics de venir découvrir le lieu, qu'ils soient en vie. Donc on y va. J'ai été surprise, moi, de mon côté, de voir que la dernière représentation est programmée le 28 avril. Ça me semble très tôt pour clore une saison, mais en fait, c'est peut-être habituel. Après, on arrive au mois de mai avec tous les ponts. C'est la période des festivals qui commence. Et puis, nous avons à la Fleurie une double activité de location d'espace pour des salons, des congrès. Et à partir du mois de mai, c'est plutôt place à la pratique amateur, avec tous les spectacles de fin d'année, de danse, d'art du cirque, de Carquefou, mais de partout de la métropole. Donc on accueille beaucoup d'associations. Et puis c'est génial parce que c'est des publics qui peuvent découvrir le lieu en tant que spectateurs et puis qui viennent y jouer en tant qu'amateurs ou découvrir leurs enfants y jouer. C'est génial. Alors précisément, vous parlez donc de cette double activité, on va dire un petit peu, qui est peut-être moins connue des auditeurs et économiquement qui est importante. Justement, est-ce que vous faites partie de ces structures culturelles qui sont impactées par des baisses budgétaires? Et est-ce que vous envisagez justement certaines co-diffusions ou de mutualiser certains spectacles? Est-ce que pour vous, justement, cette idée de travailler à plusieurs, c'est peut-être une solution possible pour assurer une programmation peut-être équivalente avec des baisses budgétaires, en tout cas des difficultés. Enfin, on sait que c'est tendu en ce moment pour tout le monde. Oui, alors nous, on a un financement qui est 100% municipal et qui demeure 100% municipal. On n'a aucune autre collectivité qui accompagne notre programmation. Néanmoins, on est toujours très attentif à la mutualisation sur le territoire du Grand Ouest. Je fais partie notamment d'un réseau qui s'appelle les PCGO, les partenaires culturels du Grand Ouest. On est 40 directeurs de lieux de Bretagne et de Pays de la Loire. On se réunit 3 fois par an. On évoque nos projets de programmation, nos désirs d'accompagnement de projets. Et puis, il y a des chefs de file. Voilà, moi, je souhaite accompagner ce projet-là et puis j'y fédère d'autres collègues. Et on a au moins des tournées qui sont cohérentes d'un point de vue géographique, avec des enchaînements de dates qui sont plus agréables pour les équipes artistiques. Et puis, on accompagne le métier de chargé de diffusion qui est extrêmement difficile. Voilà, c'est un peu un vie ma vie de chargé de diff. Et puis, les équipes sont toujours heureuses de participer à ces tournées Grand Ouest. Alors, tournée Grand Ouest, ça m'amène à ma dernière question. Peut-être, j'imagine que vous êtes déjà en train de concocter la saison suivante. Est-ce que c'est pas trop dur de gérer à la fois? Donc, parce qu'il faut déjà se projeter dans le futur. En même temps, vous êtes en plein encore peut-être les pieds dans les travaux, la réouverture. Oui, alors on est à 100% dedans. Je suis pas en avance sur ma programmation à venir, voilà. Mais je vais m'y atteler plus sérieusement à compter du mois de février. Alors j'aime bien terminer en demandant quel est votre coup de cœur de l'année dans la programmation cette fois-ci. Je ne vais même pas le faire parce qu'on a bien compris que là, cette fin de saison, vous vous êtes fait plaisir, Jérôme Ménard. Là, vous avez vraiment, peut-être, il y a tout votre coup de cœur. Il y a beaucoup de coups de cœur et je suis très heureux de les partager aux spectateurs. Alors, on vous a bien compris, hein, Jérôme Ménard, tout est prêt pour le premier lever de rideau le 21 janvier. Voilà, il ne manque plus que le public qui va donner vie à ce bel écrin. Je pense que vous avez hâte d'entendre résonner les applaudissements dans la magnifique salle de 800 places tout de même. Hein, c'est énorme. Hein. Donc, merci beaucoup de nous avoir encore donné peut-être encore plus envie de reprendre le chemin du Théâtre de la Fleurie dont vous êtes le directeur. Bon courage pour les derniers jours avant la réouverture et surtout bravo pour cette magnifique réalisation. Merci aux auditeurs pour votre écoute. À la semaine prochaine pour une nouvelle actualité culturelle. Le début d'année est très riche en propositions dans la région. Merci, au revoir. Merci à vous.